La semaine du critique littéraire en ligne. Thème du jour, critique littéraire. Lit-on réellement? Le panel. Flore Audi, Alexandra Fransto, Saran Komano. À la modération, Babacar Ndiaye. Bonjour tout le monde et bienvenue au deuxième jour de notre semaine du critique littéraire online. Bien, aujourd'hui nous avons pour thème critique littéraire, lit-on réellement? Et bien sûr, la session sera modérée par Babacar Kodjo et il aura comme panéliste Alexandra Franchto, accompagné votre plume, Finda Saran Komano et Flore Audi. Bien. Le temps que Flore se connecte, bon, Babacar doit avoir des soucis de réseau, donc je vais assurer la modération le temps que Babacar puisse régler son problème de réseau, de connexion. Alors, bonjour Alexandra, bonjour Finda, comment allez-vous? Pour ma part, ça va très très bien, je suis très heureuse d'être avec vous. D'accord, c'est super. Et Sarah, de votre côté? Bonjour monsieur, je vais bien et vous? Ah, je vais très bien, merci, merci. Donc voilà, aujourd'hui, critique littéraire, lit-on réellement? Donc ça c'est la question qui est posée au vu d'un certain état de choses, au vu aussi de des constats qui ont été faits, de ce que nous avons reçu comme retour de l'état des lieux de la critique littéraire en ce moment, particulièrement sur le continent, mais de façon globale. Voilà. Alexandra, je vais commencer par vous, bien sûr. Alors, la lecture, quelle est déjà l'importance de la lecture quand on parle de critique littéraire? Quelle est l'importance, quelle est la place que la lecture occupe sur le plan de la critique? Ben, elle est centrale parce que c'est la première approche qu'on va avoir avec l'œuvre. Maintenant, la lecture, c'est une interprétation des mots. On a tous une interprétation très subjective. Les mots de l'auteur, la manière dont la personne qui a écrit va les employer ne sera pas celle dont nous, on va forcément les percevoir. Donc, moi, j'ai une autre démarche quand je fais de la critique que quand je lis pour le plaisir. C'est-à-dire que je balise mon regard pour essayer de sortir de l'émotion et de la subjectivité, même si, bon, on sait très bien que c'est un peu impossible, pour justement sortir du mécanisme aussi automatique du cerveau, voir un caractère et l'interpréter, pour justement accorder de l'importance aux mots, me détacher de moi le sens que je leur donne, pour essayer de percevoir celui que l'auteur a voulu leur donner et le contexte dans lequel ils sont employés et pourquoi ils sont employés. Donc moi, j'utilise beaucoup des grilles de lecture, des critères d'analyse pour essayer de me concentrer vraiment sur ce que je suis en train de regarder et de lire, pour essayer de lire réellement, justement, et d'accorder toute leur importance aux mots, et ne pas être simplement dans un réflexe automatique, parce que la lecture, c'est la première approche qu'on va avoir d'un texte qu'on a quand même le toupet de retranscrire. Alors, il faut faire attention à ce qu'on fait, parce que bien, on a un humain derrière quand même qui a écrit ces mots, et il faut en prendre soin aussi, et tout en disant ce qui vient et ce qui convient ou pas. La lecture, oui. Une lecture réelle autant que faire se peut. Après, moi, je suis correctrice aussi par ailleurs, alors ça m'aide à me concentrer sur le texte, en fait, et à pas me laisser trop porter par mes émotions. Voilà. Et vous, Sarah? Alors, vous m'entendez?
Oui, Voilà, c'est bien oui. pour y aller. Là, je vous Alors, entends. moi, je dirais Super. que la production d'une Oui, critique littéraire Flora, en c'est Saran qui a la une parole en ce moment. conjugaison Donc, Saran, complexe des sources hein, et des compétences de la d'accord. simple lecture de livres. Alors, pour cela, et pour la critique littéraire, il faut d'abord lire le livre lui-même. La source primaire est indispensable, en fait, de la critique littéraire. Je dirais que la lecture attentive et approfondie. Saran, vous êtes toujours avec nous? Bon, le temps que Saran se reprenne. Flora, bonjour. Bonjour. D'accord. Bien, et bienvenue à à ce programme. Voilà, nous avions une question qui était l'importance de la lecture pour la critique littéraire. Alors, selon vous, quelle place occupe la lecture dans l'exercice de la critique littéraire? Selon moi, s'il vous plaît, vous pouvez répéter la question. Quelle place? Ok, il était question de savoir l'importance. Selon vous, quelle est l'importance de la critique, de la lecture dans l'exercice de critique littéraire? Pour moi, la critique littéraire, d'abord, c'est un texte qui vise à transmettre un jugement critique sur un livre. Donc, c'est également une étude, une discussion, une évaluation, une interprétation à la littérature. Donc, pour moi, l'importance, la place que la lecture a dans la critique littéraire, la lecture, pour certains, la lecture, permet de se faire plaisir, de se divertir. Pour d'autres, il y a d'autres qui n'aiment pas la lecture. Donc, du coup, pour moi, la lecture améliore notre connaissance, notre expression orale et écrite. Elle développe l'esprit d'analyse et de critique. D'accord. Elle améliore la concentration et l'attention. Par exemple, au lieu de porter notre attention sur des tas de choses qui se trouvent peut-être sur les réseaux sociaux, les SMS, les conversations, on pourrait nous obliger nous-mêmes à être concentrés dans le contenu que nous lisons. Donc, j'espère que j'ai répondu D'accord, à la ok. question. C'est bien noté. C'est bien noté, Flora. Donc, la lecture, selon vous, permet justement de se concentrer sur le contenu, d'améliorer sa capacité d'analyse et autres choses. Et ça, c'est très important pour la critique littéraire. D'accord. Saran, nous étions avec vous avant l'interruption. Vous pouvez ouvrir le micro, Saran, s'il vous plaît. Bon, d'accord, il y a d'autres soucis. Alexandre, je vais poursuivre avec vous. Donc, Oui, parlant juste, de... Oui,
Oui. Parce que Flora disait une chose très intéressante, c'est que la lecture, ça nous permet de nous ouvrir, de nous développer. Et je crois que ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est l'évidence même, c'est qu'il faut lire beaucoup pour se permettre de faire de la critique. Il faut des éléments de comparaison, lire d'autres critiques et puis aussi lire des articles un peu spécialisés sur le sujet pour enrichir notre démarche et pas être dans un simple jugement de valeur. C'était très bien, Flora, ce que vous avez dit, c'était beau. Merci. D'accord, très bien. Bien. Oui, Alexandra, je vais rester avec vous. Donc, lire, beaucoup lire. Ça, c'est important. Mais comment par exemple, peut-on lire pour aboutir à une critique littéraire? S'il faut beaucoup lire, ça c'est certain, mais comment par exemple, vous lisez pour arriver à un exercice de critique? Alors, déjà, j'aborde pas une œuvre que je vais critiquer de la même manière qu'une lecture loisir, plaisir. C'est-à-dire, quand je vais critiquer une œuvre, j'ai plus ou moins des thèmes que je vais regarder. Ensuite, j'ai mon œil de correctrice. Là, je le mets pas en sourdine. Bon, de toute façon, c'est pavlovien, mais je laisse mon œil de correctrice prendre un peu le dessus. C'est-à-dire que je fais attention au style, au poids des mots, à l'emploi de la ponctuation, etc. J'essaye vraiment de sortir de l'émotion subjective tout en prenant des notes pour rester bien ancré dans le récit, la manière dont il est structuré, ce que je pense comme point fort et comme point faible au moment où je vais le lire. Je prends le temps de lire au regard des outils que j'ai. Je prends le temps d'écrire aussi un petit peu. Et puis surtout, quand j'ai fini, je laisse un petit peu reposer. Il y a d'autres idées qui viennent et ça me permet de prendre encore plus de distance avec le texte. À ce moment-là, moi, ma méthode, c'est le moment que je choisis un petit peu pour enquêter sur l'auteur, sa biographie, l'époque où il a écrit, pour un petit peu inscrire cette œuvre que maintenant j'ai lue pour pouvoir la contextualiser et puis l'analyser. Voilà. Mais au départ, je fais un peu petit bout par petit bout avec mes outils, un petit peu dans tous les sens, je recontextualise et après seulement, une fois que ça a reposé, je regarde aussi s'il y a d'autres critiques qui ont été faites sur le livre, si je suis d'accord ou pas, etc. Et ensuite seulement, je rédige mon papier en essayant d'être juste. C'est-à-dire que si j'ai une remarque négative à faire, je vais essayer d'en faire une positive. Parce que je crois que écrire, c'est courageux. Montrer ce qu'on écrit, ça l'est encore plus. Critiquer, c'est peut-être un peu prétentieux. Alors voilà, j'essaye d'être bienveillante et surtout de tenir en compte la personne qui a eu le courage d'écrire, qui a travaillé pour ça, parce que même si moi, ça ne me plaît pas, il y a toujours beaucoup de travail dans une œuvre qui a été publiée. La personne s'est investie et y a passé du temps. Et puis au-delà de ça, c'est pas parce que moi, ça ne me parle pas que cette contribution-là au monde littéraire, elle ne sera pas intéressante pour quelqu'un d'autre. Donc j'essaye vraiment de prendre des pincettes et d'être un peu neutre et d'être la plus équitable et bienveillante possible, quelle que soit la nature du propos que je vais tenir sur le bouquin. Voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Alexandra. Bon, Babacar nous a rejoint. Je vais lui laisser le soin de poursuivre la modération. Et je rappelle déjà que Alexandra ne pourra pas rester longtemps avec nous à cause de d'autres obligations. Donc, je vais rester. Je vais être un peu comme panéliste pour le coup. Mais bon, je ne vais pas trop intervenir. Alors, Babacar, je vous laisse la modération. Merci beaucoup, David. Bonjour tout le monde. Et merci d'être là. Bon, je m'excuse du retard. Voilà, j'étais un peu coincé là. Je m'appelle Babacar Ndiaye et j'aurai le plaisir d'animer, de poursuivre l'animation de cette discussion. Comme vous le savez déjà, le thème c'est du temps réel. Bon, une question qui peut surprendre, mais qui mérite qu'on s'y arrête. Bon, avec moi, 3 invités. Il y a Alexandra qui ne va pas terminer le panel. Elle a d'autres obligations. Il y a Florodi. Et je ne sais pas si Début a procédé à la présentation ou bien c'est déjà fait.
Bon, je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, proposer qu'on commence par une courte présentation de chacune de nos invités et vous demander quel lien entretenez-vous avec la critique littéraire. Je peux commencer par Alexandra. D'accord. Alors moi, il y a écrit « Accompagnez votre plume » parce que c'est le nom de l'entreprise qui me permet de travailler et à travers laquelle je propose mes services pour corriger, mais aussi relire des documents. Je fais des alphas ou des bêta lectures, en plus des révisions de texte qui peuvent aller d'une simple lecture, correction simple à de la préparation de copies, tout dépend de la personne, ce qu'elle souhaite. Et par ailleurs, parfois, des auteurs me font suffisamment confiance pour me confier un travail de chronique ou de critique sur leurs ouvrages. Et dans ces cas-là, je m'adonne avec plaisir à l'activité parce que j'aime bien écrire aussi et que je propose d'ailleurs dans mes services aussi de la rédaction. Si les personnes ont un texte à faire et des thèmes et quelque chose d'un peu précis, un plan à me soumettre, moi je suis prête à leur rédiger. Voilà. Donc quand je bénéficie de l'accord de l'auteur qui me sollicite, souvent je chronique ou je critique, et parfois les deux, avec plaisir. Voilà. Donc vous lisez réellement, quoi. Selon vous, Alexandra. Je sais pas. Est-ce une différence? Est-ce une lecture différente de celle d'un lecteur lambda, par exemple? Bien sûr. Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que je les aborde pas du tout de la même façon qu'une lecture loisir. C'est pas possible de lire un ouvrage qu'on va critiquer, pour moi, sans avoir des outils pour se distancier de cet ouvrage et de nos émotions qui sont forcément super subjectives. Mais là, ce qu'on cherche à regarder, c'est ce que l'auteur il va apporter de nouveau, en fait, et de l'effort et des partis pris qu'il a pris pour cet ouvrage. C'est pas simplement ça me plaît ou ça me plaît pas. Donc j'essaye de baliser mon travail et du coup de prendre des distances avec mes émotions pour essayer d'avoir un point de vue qui permette à l'auteur de faire évoluer son œuvre sans porter un jugement trop sévère, en fait, je crois, parce que le courage que ça demande d'écrire, eh bien, il faut l'avoir, et c'est parfois difficile, et c'est un investissement, quoi qu'il en soit, et quoi que j'en pense. Donc, j'essaie de garder une place humble et de faire des retours, même quand ils sont négatifs, avec d'éventuelles suggestions, ou voilà, de pas être une juge, mais plutôt d'être une exploratrice, voilà, et de pas me porter en donneuse de leçons, mais plutôt en conseillère, et d'envisager une critique plutôt comme un partenariat, une collaboration avec l'auteur, que comme l'émission de mon avis personnel. Donc oui, j'essaie de lire réellement, mais j'aborde pas du tout une lecture pour une critique de la même manière qu'une lecture personnelle. J'écris pendant que je lis, je perds beaucoup de temps, je suis très très lente, et seulement à la fin de ma lecture, d'avoir laissé reposer cette lecture, d'avoir laissé le temps aussi aux idées de germer, d'avoir cherché par ailleurs, d'avoir inscrit cette œuvre dans son contexte, bien là, je vais écrire mon papier et le soumettre à l'auteur, toujours, avant de le diffuser. Voilà. Merci beaucoup, Alexandra. On passe à Florodi. Bonjour, Ori. Pardon? Pouvez-vous en quelques mots vous présenter et nous dire quel lien vous entretenez avec la critique littéraire? Ok. Moi, c'est Flora Odi, comme vous le connaissez déjà. Je suis documentaliste, bibliothécaire, et c'est tout. Je n'ai pas vraiment de rapport avec la littérature, mais j'aime bien lire. J'aime lire, c'est tout ce que je peux dire. J'aime lire beaucoup j'aime explorer différents livres,
pour améliorer mes connaissances. En fait, c'est même pour se faire plaisir. C'est pour le plaisir, c'est pour se divertir et tout, en fait. Et pour vous, que veut dire lire réellement? Lire réellement, ça signifie quoi pour vous? Pardon? Le thème du panel, lire réellement, ça signifie quoi pour Flore Ody? Lire réellement, pour moi, ça signifie prendre un livre, vraiment, mettre de son temps, explorer chaque chapitre du livre, connaître vraiment de quoi l'auteur est en train de parler dans le livre, en fait, de quoi il est question, et apporter son opinion, ses avis, oui, et puis critiquer aussi, parce qu'un livre ne peut pas toujours être parfait, il faut toujours critiquer, ça c'est vrai. Donc c'est un peu ça. Merci Flore, merci beaucoup Flore Ody. Bonjour Sarah Komano. Sarah est là? Bonjour monsieur. Voilà, Sarah, pouvez-vous vous présenter et nous dire vous aussi la même question? Quel est le lien que vous entretenez avec la critique littéraire? Ok. En vrai, moi, je suis lectrice, beaucoup plus lectrice. J'aime la lecture. Ouais, j'aime la lecture. C'est mon univers en fait. J'ai eu l'opportunité de travailler dans une maison d'édition, ce qui m'a beaucoup plus approché de tout ce qui est littérature. Ça m'a même poussé à écrire. Donc, du coup, pour le moment, je suis auteure en herbe. Je n'ai pas encore édité mon livre, mais j'écris quand même. J'écris, j'ai pris le temps nécessaire d'écrire. J'ai un livre qui est en connexion avec mon formateur. Voilà. Donc, je suis beaucoup plus lectrice. J'aime. Bon, la lecture, c'est mon univers en fait. Je suis en contact direct avec les livres. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sarah Komano. Et la même question, qu'est-ce que ça évoque chez vous, lire réellement, le thème du panel? Ok. Je dirais que la lecture approfondie, il ne s'agit pas seulement de lire l'intrigue. Il faut aussi prendre le temps nécessaire pour analyser les styles, le langage, les images et noter les passages clés. Voilà, noter les passages clés, les questions essentielles, les liens avec d'autres œuvres. Voilà, la lecture, ce n'est pas seulement lire comme ça. Il faut aussi prendre le temps nécessaire d'analyser les styles, le langage, les personnages. Voilà, et noter les points essentiels, les questions clés. Voilà, et les liens du livre avec d'autres œuvres. D'accord. Merci beaucoup. Bon, je rappelle que le thème du jour est critique littéraire, lit-on réellement? Je suis avec trois invités, Flore Ody, Alexandre François et Sarah Komano. Bon, merci aussi à Acolyte. Pardon? Merci beaucoup à tous Universe et Acolyte et à tous les partenaires de l'événement. On va discuter, échanger. Et vous pouvez aussi bien sûr participer en commentaire. Alors, Alexandre, vous, superficiel ou compétent? J'ai pas du tout entendu votre question, je suis désolée. Moi non plus. Vous m'entendez? Non. Non, là, on vous voit plus, on vous entend plus, c'est bloqué. Aïe, aïe, aïe. Ok. Oui, Babacar, on ne vous entend pas très bien. Il y a des questions déjà, le temps que vous ajustiez votre micro. Alexandra, il y a une question particulièrement. Il y a une première question pour
Ou Oui, déjà? oui, j'ai vu, il me tardait d'y répondre, mais bien sûr que si, c'est une opportunité. Et c'est là où je me suis peut-être mal exprimée, mais c'est que pour pas être prétentieux, travailler avec des outils et une méthode, ça permet justement de pas déborder du cadre, en fait, de rester une critique bienveillante, un explorateur littéraire, parce que moi, c'est comme Saran. Les livres, c'est mon monde, c'est mes compagnons, c'est mes plus fidèles alliés. Et j'ai certainement pas envie d'être acerbe, en fait. Et on peut dire du négatif tout en restant humble et juste et neutre, sans être dans un jugement de valeur, en fait. Et surtout, ce que je trouve très important et très intéressant, c'est que pour moi, c'est les travaux de critique, ils doivent être équilibrés. Ils doivent être équilibrés et ils doivent être constructifs. Le but, c'est quand même de proposer des pistes d'amélioration ou du moins des choses qu'on aurait peut-être aimé voir. Enfin voilà, de suggérer, comme disait Flora tout à l'heure, des pistes d'évolution parce qu'aucun livre n'est parfait. Et je vois qu'il y a une autre question. Pour que cette bienveillance ne se transforme pas en complaisance. Comme je disais tout à l'heure, j'essaye d'être neutre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être guimauve non plus, je crois. Et quand j'ai envie de dire quelque chose de positif, j'essaye toujours de me dire qu'est-ce qui pourrait être un peu moins positif pour équilibrer la balance et que quand je sors le papier, il soit à peu près bien réparti. Même si j'ai vraiment détesté l'ouvrage, il y a forcément des qualités parce que c'est pas que pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que cet ouvrage-là, même si moi, il résonne pas dans ma sensibilité, il peut en avoir pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc, et puis quoi qu'il en soit, il y a un travail derrière, donc c'est à valoriser et sans être complaisant, il faut respecter ça, c'est très important. Ok, Babacar, c'est à vous maintenant. Ah, c'est bon maintenant. Bon, c'est toujours bloqué. Pour vous, votre lecture est-elle essentiellement apprentissage? D'accord, c'est parfait. Donc, il y a une question qui s'est affichée pour Flora, si elle peut y répondre déjà. Non. Ma lecture n'est pas essentiellement apprentissage. J'ai bien dit, je lis. La plupart du temps, je lis pour me divertir, pour me changer des idées, pour le plaisir. Et aussi, je lis pour développer, pour accroître mes connaissances. Donc, c'est pas seulement pour l'apprentissage. Donc, si quelqu'un va ajouter là. Babacar. Oui. Babacar, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis. Vous m'entendez? Bon, d'accord. Nous allons poursuivre différemment, tout dans le sens que... Oui, nous vous entendons, Babacar. Très bien. Alexandra, je reviens vers vous avec une autre préoccupation. Maintenant, vous avez beaucoup parlé de la critique, de vos lectures, de comment vous voyez les choses et surtout de ce côté neutre qui est le vôtre. Comment justement on en arrive à rester neutre quand déjà il y a quelque chose qui peut plaire, qui peut ne pas plaire, on a un sujet avec lequel on peut ne pas être en accord, on a des convictions. Alors, comment cette lecture réelle, parce que là, on est vraiment dans le réel, pas juste lire, une lecture effective. Donc, comment vous arrivez à rester neutre? Ou alors, quelles sont les petites astuces que vous pouvez donner pour garder cette neutralité tout au long de la lecture, alors que vous êtes affecté à un moment ou à un autre? Oui.
Alors déjà, ce sera ma dernière réponse. Je suis absolument désolée, je vous laisse après. Mais, et je vous remercie pour votre intérêt et pour ce bel échange parce que vos thèmes sont très, très intéressants et je suis vraiment désolée. Après, comme je le disais tout à l'heure, je vais rentrer un peu plus dans le détail de mes outils. Après, avant toute chose, c'est que j'essaie de sortir de la subjectivité, mais quoi qu'il en soit, mes émotions, ce que je ressens en lisant, ça aura forcément de l'influence. Je suis une humaine et on ne peut pas se détacher complètement de ses émotions et être vraiment neutre. Donc, j'aspire à la neutralité. Est-ce que j'y arrive? Je ne suis pas sûre. Je fais de mon mieux. Donc, quand je fais une lecture pour une critique, j'ai déjà un regard sur, influencé par mon travail de bêta-lectrice. C'est comme ça que j'ai trouvé mes thématiques, comme une sorte de tableau. C'est les personnages principaux, leurs relations, leur évolution. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me déplaît dans leur façon d'être ensemble. Ensuite, le récit, comment il est construit, la structure même de l'ouvrage, le style que va employer l'auteur, les partis pris qu'il va avoir dans le choix du vocabulaire, le registre de langue, l'utilisation de la ponctuation. J'essaye de m'attarder sur des points très techniques pour un peu perturber mon cerveau et que ce soit pas l'émotion qui prenne toute la place, mais bien le sens. Parce que le but, pour moi, c'est vraiment de trouver ce que l'auteur a voulu apporter de nouveau et ce que cet ouvrage-là peut apporter de nouveau éventuellement pour moi, mais pour d'autres surtout. Voilà. Oui. 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 Je suis assez d'accord avec ce que dit la personne. Ok, d'accord, d'accord. Oui, allez-y, Alexandre. Oui, oui, je trouve très intéressant la remarque de Jean-Pierre Noël Batoum sur le fait que bien qu'il y ait des outils, ça reste un point de vue. Et forcément, un point de vue, c'est toujours subjectif. Et effectivement, parler des pistes d'amélioration, c'est essentiel. Et effectivement, c'est une modeste contribution, mais qui doit être vue sous l'angle de l'équité. Voilà, on est des partenaires, nous, on propose des idées. Après, c'est à la personne de décider. Mais je maintiens le terme bienveillance parce que je crois que pour proposer les choses, pour qu'elles soient entendues et respectueuses, il faut essayer de rester humainement correct, en fait, voilà, par rapport au travail qui a été accompli. D'accord, merci beaucoup, Alexandra. Et c'est dur de vous voir partir, mais vous l'avez signalé. On se reverra avec plaisir, je vous promets. L'année prochaine, je ne me tromperai pas d'heure, on ne changera pas d'heure et tout ira très bien. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation à tous les quatre. D'accord, merci beaucoup. Excellente journée de ton côté, Alexandra. Alors, Babaka, vous êtes de retour. Ça va mieux maintenant? Ok. Oui, je pense que ça va. Hein? Ok, super. Donc, vous allez devoir poursuivre la modération. D'accord, merci beaucoup. Et on va poursuivre avec Flore. La même question pour Flore. Hein. Que pensez-vous que la critique littéraire aujourd'hui est superficielle? La critique littéraire est superficielle. Superficielle ou complaisante, en fait? Flore, est-ce que vous écrivez des chroniques, des livres, des romans? Vous êtes écrivain? Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas écrivaine, vous êtes documentaliste, en fait. Non, je n'écris pas. Je ne suis pas écrivaine. D'accord.
Vous êtes une grande lectrice. Mais- Pardon? J'ai dit que vous êtes une grande lectrice. Bon, je crois qu'il y a un souci de retour du côté de Flora. Et voilà. Il y avait une question pour elle-même déjà. Flora, quels sont les outils que vous utilisez pour lire réellement? C'est une question qui vous est directement adressée. Donc, qu'est-ce que vous utilisez? Quels sont vos outils de lecture, vous? Oui. Premièrement, lorsqu'il m'arrive de prendre un livre et de m'y mettre vraiment. En fait, je ne sais pas comment expliquer. D'abord, je prends le livre. Si le livre a peut-être les chapitres, j'essaie de lire chaque chapitre et de faire de chaque chapitre un résumé. Bon, c'est vrai que même si tu lis tout le livre, tu vas toujours comprendre. Mais pour mieux comprendre, en fait, pour mieux comprendre pour moi, ce que je fais d'habitude, c'est quand je prends un livre pour lire, je prends le livre et chaque chapitre, je fais un résumé de ce livre dont j'ai toujours un bout de papier, un bloc-notes où je suis toujours en train de noter. Je regarde les mots difficiles et puis quand je finis ma lecture, je fais des recherches sur ces mots difficiles et sur ces mots difficiles. Et puis, c'est vrai aussi que je critique parfois. Je critique. Peut-être je dis que ici l'auteur pouvait dire telle chose, ici il pouvait dire telle chose, mais bon, c'est pas moi l'auteur. Donc, c'est un peu ça. Et D'accord. Donc, vous ne critiquez pas. Pour vous, faut-il forcément être formé en littérature pour faire de la critique littéraire? De la critique littéraire sérieuse, en fait. Vous pensez qu'il non, tout faut le monde peut faire. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Bon, aujourd'hui, tout le monde peut donner son avis sur un livre en ligne, par exemple. Mais est-ce que la critique littéraire classique a encore un rôle spécifique? Bon, là, vous allez un peu m'expliquer quand on parle de la critique littéraire classique. Je sais pas, je suis pas très. Si vous pouvez aussi m'expliquer. En fait, il y a des spécialistes que l'on appelle des critiques littéraires. Oui. C'est différent par exemple, des lecteurs lambda comme moi qui peuvent donner leurs avis sur n'importe quel livre en ligne, par exemple. Il y a des plateformes là qui vendent des livres. Il y a des espaces commentaires où l'on peut donner son avis sur un livre qu'on a déjà lu et faire même une note entière, une note de lecture entière. Mais avant, il y avait des gens bien formés en littérature, qu'on appelle des critiques littéraires, qui à chaque sortie d'un grand livre donnent leur avis et leur avis compte pour ce livre. Mais avec l'ère du numérique, les choses ont changé. Maintenant, tout le monde peut donner son avis. C'est pourquoi je vous demande que si on en est là, est-ce que la critique littéraire classique qu'on connaissait déjà a un rôle spécifique maintenant? Pour moi, je suis vraiment, parce que le numérique nous a facilité beaucoup de choses, quoi. Oui. Il y a... Je disais tantôt que le numérique nous a facilité beaucoup de choses, dont la littérature classique. Pour moi, c'est... Pardon?
Si, je confirme seulement que ce que vous dites en fait. Vous dites que le numérique a facilité plusieurs choses, notamment l'accès aux livres. Oui, parce que tout le monde peut aller sur le net et taper le livre qu'il veut. Il suffit de taper soit le livre, soit l'auteur. C'est vrai que si tu pars faire des recherches, il y a plusieurs auteurs qui écrivent, qui ont le même titre de livre. Donc, il faut préciser l'auteur, en fait, pour avoir le livre exact que tu veux. Donc, moi, je dis, le numérique nous a facilité beaucoup de choses. Parfois, la plupart du temps, si j'ai besoin d'un livre, peut-être j'ai pas accès à ces livres dans une bibliothèque. C'est plus facile pour moi de taper sur le net et d'avoir le livre. Par exemple, quand on était à l'école, les professeurs nous donnaient les livres pour aller faire des recherches. Donc, du coup, c'était plus facile pour nous de taper sur le net, le titre, et puis faire les recherches et faire le travail que le professeur nous a recommandé de faire. Donc, les gens ne vont plus vraiment ne vont plus vraiment dans les bibliothèques pour lire, en fait. Si tu vas voir quelqu'un aller dans une bibliothèque, c'est seulement pour aller faire la recherche. Je sais pas, c'est pour une recherche précise que peut-être il n'a pas pu trouver sur le net. Beaucoup de personnes ne vont plus à la bibliothèque pour lire vraiment. Prendre des heures et des heures de lecture. D'accord. D'accord. Et selon vous, quels sont les ingrédients d'une bonne lecture? Les ingrédients qu'il faut pour une bonne lecture, par exemple. Et l'inverse aussi. L'inverse aussi. Qu'est-ce qu'il faut éviter pour avoir une bonne lecture? Qu'est-ce qu'il faut? Je disais, quels sont les ingrédients qu'il faut pour une bonne lecture? Et l'inverse aussi, ce qu'il faut éviter. D'abord, pour avoir une bonne lecture, d'abord, il faut aimer. Tu ne vas pas prendre n'importe quel livre et lire. Il faut aimer d'abord le livre. Il faut d'abord aimer le livre qui... Est-ce que le titre peut jouer quelque chose? Le titre du livre, par exemple? Oui, le titre du livre. Il y a aussi les bandes dessinées, les magazines. Il y a aussi l'auteur, en fait. Oui, je ne sais pas si les gens s'intéressent beaucoup aux auteurs. La couverture, le design même de la couverture, tout ça peut aider, par exemple. Quatrième de couverture, la note derrière. Les images, la couleur, le sous-titre aussi, les sous-titres aussi. Babacar? Babacar, vous êtes toujours là? Bon, le temps que ça se remette, donc je vais prendre cette remarque. Babacar, il y a cette remarque de Calix Laurence qui voyait à la critique, qui demande plutôt si on ne verrait pas la critique, à la lecture critique, une aide pour les amateurs de la littérature. Donc, je vais essayer d'y répondre un peu rapidement. Ouais. Et effectivement, Calix,
la lecture critique, bien sûr, on peut produire des textes pour aider d'autres personnes à mieux comprendre, à mieux se situer dans un texte. Seulement, il faut pouvoir lire soi-même. C'est pourquoi on s'est arrêté sur la question de lire réellement qui concerne cet échange. Lire réellement parce que malgré tout, même s'il faut avoir ces bords, même s'il faut avoir ces documents qui indiquent comment on lit, il faut toujours lire. Sinon, on va un peu fonctionner comme des intelligences artificielles. Donc, quelqu'un aura produit un travail quelque part et sur commande, on va obtenir une réponse qui va nous dire, OK, voici ce qui a été fait et tel autre. Et des gens ont de plus en plus recours à ces pratiques. Ils lisent très peu, ils lisent de moins en moins. Dès qu'ils veulent un avis sur un livre, ils vont directement voir sur, c'est pas moi, sur n'importe quel IA, sur Google, voir ce que d'autres personnes ont dit par rapport à ce livre. Et ça devient un peu compliqué quand il faut parler de la lecture effective, parce qu'on parle de critique littéraire. Donc, il faut véritablement lire, il ne faut pas se baser sur, il ne faut pas se limiter à ce que les autres ont dit, il ne faut pas se baser uniquement sur certaines choses pour pouvoir se dire qu'on a lu un livre. Le livre, il faut le prendre soi-même, le parcourir, l'ouvrir déjà, le parcourir et s'en faire une idée. Il faut s'en faire sa propre idée déjà. Donc là, il faut lire, ouvrir et s'asseoir. Les bords, c'est bien. C'est bien les bords, c'est bien ces petits documents qui indiquent, qui orientent le lecteur, mais il faut lire un livre. C'est la meilleure façon, ou l'unique façon, même déjà, de se faire une idée de ce qui est écrit et aussi de pouvoir produire une critique littéraire. Il faut lire, tout simplement. Les bords, bon, ça peut accompagner. Ça peut être pour des exercices rapides. Ce sont même des questions pour autoriser la paresse, mais il faut lire. C'est ce que je dirais par rapport à cela. Peu importe le document de critique qu'on aura produit, il faut que le lecteur puisse s'asseoir et voir effectivement lui-même ce qu'il, comment il voit les choses. Alors, Babacar. Oui. C'est bon, hein? Ok, d'accord. Oui, vous pouvez poursuivre. On poursuit avec Flore. Oui, je peux aussi répondre aux questions. Je vais remplacer les autres panélistes, vu qu'ils étaient censés être 4, donc je vais remplacer les autres. Donc, je suis aussi sujet à des questions, Babacar. Bon, d'accord. Bon, je vais vous poser une question tous les deux. Est-ce qu'une critique vous a déjà touché, remise en question ou même passé, par exemple? Bon, si tu peux reprendre la question. Pas une critique de vos œuvres ou bien de votre livre, mais une critique, n'importe quelle critique sur un de vos auteurs préférés, par exemple. Est-ce qu'une critique vous a déjà touché ou bien remise en question ou même blessé? Remettre en question, toucher. Oui, toucher. Je vais dire toucher parce que remettre en question, blessé. Bon, être blessé par une critique, je veux dire, c'est ne pas déjà soi-même avoir compris sa propre écriture. On n'a pas à être blessé par une critique. C'est vrai qu'il y a déjà, il faut voir ce qu'on va appeler critique. Il y a des règlements de compte, il y a des agressions. Oui, il y a des règlements de compte, il y a des agressions. Déjà, ça, ce ne sont pas des critiques. Et il y a même parfois des encensements qui ne sont pas non plus de la critique littéraire. Être touché, oui, bien sûr. Et la critique est faite justement pour que l'auteur puisse regarder d'un peu plus près son travail, qu'il puisse voir quels sont les éléments qu'il va devoir améliorer. Mais pour cela, il faudra qu'on lui démontre qu'on a lu son livre. Parce que quand vous recevez une critique, déjà en tant qu'auteur, bon, personnellement en tant qu'auteur, j'en ai déjà reçu. Donc, mais quand vous recevez une critique, c'est à vous déjà de percevoir ce que ce lecteur a vu dans votre texte. Mais déjà, est-ce qu'il a vu quelque chose? Est-ce que ce qu'il dit est en rapport avec ce que vous avez écrit, ce que vous avez produit? Parce que on n'écrit pas juste sur un coup de tête. Il y a certaines cultures qui doivent être des deux côtés, autant de l'auteur que du lecteur. Donc, quand on est touché par la critique, évidemment, on se remet en question, on essaie de voir les axes qui ont été relevés. Et même ces critiques qu'on appelle des critiques négatives, des critiques destructives, autre chose, même quand on les reçoit, parfois c'est un bien.
Il ne faut même pas s'en offusquer. Plutôt si on reconnaît que cette critique-là est bien placée. Parfois, la critique en elle-même n'est pas mauvaise, c'est l'auteur qui la reçoit mal. C'est lui qui la comprend mal, c'est lui qui la perçoit mal. Parfois, elle n'est pas mauvaise. Peut-être elle est dite avec un ton dur, peut-être avec des mots qui ne sont pas du tout amusants, qui ne permettent pas d'échanger. Mais toujours est-il que c'est une critique qui permet de se revoir, de voir ces aspects de son écriture et de se dire, OK, ici, c'est peut-être dur, mais je dois travailler cet aspect, je dois améliorer, j'ai pas assez regardé ceci, j'ai pas assez regardé cela. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui permet de s'améliorer. Oui. Par exemple, l'écriture mémorielle, elle peut raviver des tensions ou bien créer des conflits. Et il y a la critique qui peut conscientiser, par exemple, qui peut, je sais pas, essayer de pallier à ce genre de problème. Et j'aimerais aussi vous poser une autre question. Tout à l'heure, je demandais à nos intervenantes que signifie lire réellement. Et là, je me pose la question, est-ce qu'on doit tout lire, par exemple? Bon, on ne peut pas déjà tout lire. Mais si lire, c'est dans un livre, même si le livre fait 1000 pages, on doit le lire intégralement. On doit lire du premier au dernier mot. Oui, ça c'est dans un même livre. Maintenant, tout lire, on ne peut pas tout lire. Déjà, ça c'est pas, humainement, c'est pas possible de tout lire. Maintenant, si ce tout aussi, c'est le genre. Oui, on peut choisir des gens, mais et surtout, aller avec des gens avec lesquels on est véritablement à l'aise. Parce que déjà, c'est un peu comme la musique que vous écoutez. S'il y a des chansons qui ne vous mettent pas à l'aise, s'il y a des rythmes qui ne vous mettent pas à votre aise, ces rythmes-là, si on vous demande de donner réellement votre avis, vous allez passer à côté parce que vous serez beaucoup plus influencé par l'aspect négatif que cela produit en vous. Donc maintenant, la lecture, c'est pareil. On choisit ses lectures. Ces lectures, on les choisit, on ne peut pas tout lire déjà. Il y a des auteurs même qui nous mettent à l'aise. Parfois, on peut se focaliser sur un auteur en se disant, c'est celui-ci, j'ai trouvé mon auteur. Quand il écrit, je me sens à l'aise. Donc, on va lire tous ces livres. On peut décider de faire un travail. Tout un travail uniquement sur un seul auteur. Donc, c'est pas toujours, on n'est pas obligé de faire la critique de 50 livres pour dire qu'on l'est. Non, on peut travailler sur un auteur, mais aller vraiment dans le fond et voir. Là, on peut choisir soi-même ces lectures. Et lire réellement, s'il faut revenir à cette question, lire réellement, c'est d'abord ouvrir un livre. On commence par là. Il faut l'ouvrir. Si on ouvre un livre, le contenu qu'on aura obtenu, qu'il soit de la rumeur, même si c'est la rumeur la plus crédible, ce contenu n'est pas le nôtre. Donc, on ouvre un livre déjà pour lire réellement. On commence par là. Il faut ouvrir un livre. Le lire du début à la fin. Mais il y a des lectures qu'on appelle lecture transversale, lecture ceci, lecture cela. Toutes ces lectures de travers n'intègrent pas, n'impliquent pas le lecteur dans le texte. Donc, il faut se retrouver dans le texte. Et pour se retrouver dans le texte, il faut lire tout le livre. Maintenant, quand on fait une critique, je ne crois pas qu'une lecture suffise. Il faut pouvoir aussi revenir sur ces lectures. Parce que 3 lectures déjà, ça vous permet de mieux comprendre certaines choses. La première lecture vous dit ce qu'on a écrit. Là, vous avez une histoire. La deuxième lecture, elle commence à vous familiariser avec le contexte, avec les couleurs. Il y a des détails que vous n'aviez pas vus qui commencent à vous revenir. Et la troisième lecture vous installe dans l'esprit de l'auteur. Et à partir de cet instant, vous pouvez à juste titre commencer à parler de certains livres. Maintenant, on peut avoir un niveau plus évolué et ne pas faire les 3 lectures. Mais il faut toujours revenir sur ses pas. Il faut toujours revenir, regarder, être certain d'avoir bien lu pour pouvoir dire quelque chose d'intéressant. Déjà, pour pouvoir dire quelque chose d'intéressant, il faut être sûr d'avoir bien lu. Donc, revenir sur ces lectures, c'est quelque chose de très important aussi. Ça, il faut pouvoir le faire. Quand on parle de lire réellement, et lire réellement aussi, c'est se concentrer sur le texte qu'on a devant soi. Ce texte qu'on a, c'est lui qu'on est en train de lire. Je ne vais pas, par exemple, lire. J'ai deux livres là devant moi tout de suite.
il y a un de Grégoire Nguédier, Le bal des 7 collines, un roman, et il y a Le rêve du pêcheur de Emile Boom. Alors, je ne veux pas être en train de lire Le bal des 7 collines en pensant à comment Emile Boom l'aurait écrit si c'est elle qui avait proposé telle ou telle autre chose. Si c'est elle qui avait dû écrire Le bal des 7 collines, ou alors je ne veux pas me dire que si c'est Grégoire Nguédier qui devait écrire Le rêve du pêcheur, comment l'aurait-il écrit et commencer à comparer des choses, à me dire, ok, tel auteur n'est pas assez bon. Non, chaque auteur est bon dans son contexte, si mauvais soit son livre. Il est bon dans son contexte. Donc, ça, déjà, il faut l'intégrer aussi. Lire réellement, c'est rester avec l'auteur, avec le texte. Oublier l'auteur, déjà. Il faut oublier le nom de cet auteur-là. Parce que quand on a le nom de l'auteur, il y a des gens qui vont vous dire, par exemple, non, mais bon, le futur, ou alors le livre, ce livre de Emile Boom, il ne peut qu'être bon parce que c'est Emile Boom. Non, pas du tout. Effectivement. Il faut se détacher de l'auteur. Justement, il faut se détacher de l'auteur. Donc, lire réellement, c'est aussi oublier qui est l'auteur du texte que nous avons. Qui l'a écrit. Il faut oublier ce nom. Il faut faire comme s'il n'y avait pas de... il faut aussi oublier l'éditeur. Bon, on vous dira, les livres qui viennent de chez Gallimard, ils sont nécessairement bons. Ils sont absolument bons. Ils sont obligatoirement bons, les livres qui sont publiés chez Gallimard. Donc, on trouve des navets partout. Bon, maintenant, chacun, avec la puissance de ce qu'il porte, peut influencer les lectures. Donc, le lecteur qui va se mettre à lire réellement va oublier tout cela. Et une dernière chose pour la lecture réelle, c'est le lecteur doit être conscient de son niveau. Il a un background bien particulier. Le lecteur, il a ça qui est en lui. Et alors, il ne va pas, si son niveau de lecture, par exemple, prenons une échelle de 0 à 10, si son niveau de lecture, c'est 3, et il a un livre qui a un niveau d'écriture 5, il est clair qu'il doit accroître son potentiel pour atteindre le niveau de ce livre et commencer véritablement à dire quelque chose de crédible. Ce n'est pas tous les livres qui sont accessibles à tout le monde au moment où on les ouvre. Mais ces livres deviennent accessibles quand on décide d'accroître son potentiel. Donc, ça par exemple. Donc, voilà le dernier point que je prendrai, parce qu'il faut vraiment, il y a ce qu'on appelle, il y a l'intelligence de lecture qu'il faut véritablement accroître, qu'il faut développer pour pouvoir lire certains. Parce que chaque livre a son génie. Chaque livre a son génie et il faut pouvoir être en phase avec ce génie pour pouvoir en faire une critique après. Le tout n'est pas, c'est pas une question d'école. C'est vraiment une question de communion entre le lecteur et son livre. D'accord. Bon, merci beaucoup. Tout à l'heure, quand je parlais de tout lire ou bien lire tout, je parlais des genres, de l'auteur, du courant, des éditeurs, par exemple, comme vous l'avez souligné. Est-ce qu'on doit lire toutes les histoires de tous les pays? Voilà. Est-ce qu'il y a des frontières qu'on doit se fixer, de voir ce qu'on privilégie et d'autres qu'on va laisser? C'est ça, quoi. C'est la question que je posais. En fait, il y a une question de Jean-Pierre Noël Batum qui est parti. Qui demande comment le critique choisit le livre à analyser. Ah, d'accord. Comment le critique choisit le livre à analyser? Ça, c'est une très bonne question déjà, parce que hier encore, la question on l'a posée. Est-ce qu'on va attendre qu'un livre soit déclaré meilleur pour se dire, OK, on va faire la critique de ce livre-là? Est-ce qu'on va attendre qu'un auteur ait un grand nom pour pouvoir le dire, ou alors on va se dire, d'accord, il y a des personnes qui écrivent là que personne ne connaît, et je vais me faire la critique de ce texte. Mais là, tout est fonction de l'intérêt. Quel est l'intérêt qu'on a face à tel ou à tel autre livre? Et chacun a ses intérêts. Il y a des personnes qui ne peuvent pas faire la critique d'auteurs inconnus parce qu'elles vous diront, ces personnes, bon, qu'est-ce qu'on gagne à parler de quelqu'un qui n'a rien, qui n'est rien? Mais justement, qu'est-ce qu'on gagne à parler de quelque chose dont on a déjà parlé? Et la découverte va se situer à quel endroit, à quel moment? Tous ces jeunes qui arrivent, tout ce qu'on appelle grands aujourd'hui, un jour ils ont été petits. Et toujours est-il que si on va faire leur critique en se disant que c'est un nouveau livre, et ce livre-là, maintenant, on va regarder si il est à la mesure des prétentions, même déjà des ambitions de cet auteur. Ça, on le verra bien. Mais toujours, la seule difficulté,
aujourd'hui qu'il faut relever, parce que ça, il faut relever. Lire réellement, c'est un peu compliqué de nos jours si on va regarder les jeunes auteurs. Et quand je dis jeunes auteurs, ce sont des auteurs qui écrivent nouvellement, qui viennent d'arriver sur la scène, et ceux qui n'ont pas appris de leurs erreurs. Eux-mêmes, ils restent de jeunes auteurs. Parce que si on a écrit 20 livres, et les 20 livres, ils portent tous le même lot de fautes, le même lot d'incohérences, on reste un jeune auteur, on n'est pas un ancien auteur, parce qu'on n'a pas appris de l'écriture. Donc maintenant, tout est fonction de l'intérêt. Il y a des auteurs que personne ne connaît, qu'on peut décider de prendre et se dire, OK, on va les mettre au devant de la scène parce qu'ils ont un travail remarquable. Ils produisent quelque chose qui mérite véritablement qu'on en parle et la critique, justement, à ce moment, peut décider de travailler sur tel ou tel auteur. La critique aussi permet de rendre des livres, de leur donner une autre dimension, une autre valeur, pour peu que ces livres répondent aux exigences élémentaires, je vais dire ça comme ça, de la littérature. Des livres qui sont soignés, qui sont bien édités, on ne trouve pas des fautes et des incohérences à tout va. Oui, ça facilite la lecture. Malheureusement, comme je le disais, la difficulté aujourd'hui, c'est que les livres, ils sont de plus en plus écrits dans la précipitation et publiés dans le même empressement. C'est là la grosse difficulté aujourd'hui, déjà, il faut voir. Mais parmi tout cela, il y a des livres intéressants qui méritent qu'on en parle. Donc, on peut dire à Jean-Pierre Noël Batum que tout est question d'intérêt. Bon, il y a des intérêts qui sont individuels et il y a ceux qui sont pour la scène littéraire. On peut se dire, bon, moi, je vais faire la critique de Wole Soyinka parce que c'est quelqu'un de connu et j'aimerais tout ranger parmi les gens qui ont fait ceci ou tel autre. Et quelqu'un de va dire, non, moi, je vais faire la critique de Jean-Pierre Noël Batum parce que son recueil de poésie Yanni est quelque chose qui mérite qu'on en parle, qu'on le lève et qu'on classe aussi ça parmi ces autres-là. Et pas nécessairement contre les autres, mais surtout qu'on les installe en littérature parce que c'est de la littérature et non parce qu'on veut faire un combat particulier, on veut mener un combat contre autre chose. Donc les intérêts priment beaucoup là-dessus. D'accord. Bon, avant de venir à Flore, j'aimerais aussi vous poser la question que j'ai posée tout à l'heure à Flore Odi, sur le rôle même spécifique des critiques littéraires classiques. Vu qu'actuellement, tout le monde peut donner son avis sur un livre en ligne, est-ce que le critique littéraire classique a un rôle spécifique actuellement? Critique littéraire classique, je crois qu'il faut aussi faire évoluer la critique littéraire parce que l'écriture même évolue, la littérature évolue, tout évolue. Donc, il faut faire évoluer aussi l'idée que l'on se fait de la critique littéraire. Même cette idée-là, parce que les auteurs, avant même de recevoir une critique, ils ont, je veux dire, ils ont des maux de tête, ils ont des céphalées, ils ont des tachycardies, ils ont tout. Mais il faut faire évoluer l'idée déjà de la critique littéraire. Il faut qu'on se dise, OK, la critique, elle est ouverte. On ne va pas l'enfermer dans une université, dans une école, dans une théorie, dans une notion qui elle-même, elle est morte il y a très longtemps. On fait évoluer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on va appliquer la même chose à tous les livres? Genre, on va dire que cette critique, c'est voici son chemin. Donc, quand j'ai tous les livres, je les fais entrer, je les fais passer par ce chemin et tout le reste. Est-ce qu'on va faire évoluer d'autres méthodes de lecture? Est-ce qu'on va se dire, OK, le regard maintenant de l'auteur, le regard du lecteur, il doit occuper la majorité de l'espace quand on est en train de réaliser une critique. Les théories, les notions, ce sont juste des balises. Ce sont des éléments qui vont vous permettre de vous situer de part et d'autre. Donc, quand on parle de critique littéraire classique, je crois qu'il faut plutôt enlever même classique. Parce que classique, je crois que la critique littéraire, c'est la critique littéraire. Elle doit évoluer en même temps que l'écriture. Seulement, certaines critiques n'évoluent pas. Quand on vous demande à certains critiques, oui, bon, quelle est votre dernière lecture, quelle est votre lecture actuelle? Bon, il y en a qui ne lisent pas des auteurs de moins de 50, 60 ans. Donc, ils ne vont pas vous les citer et toute autre chose. Ce n'est pas un crime. Seulement, à quel moment on évolue? À quel moment on propose d'autres choses? Donc, la critique littéraire, en enlevant classique, elle a toujours sa place pour peu qu'elle aussi évolue. Pour qu'elle aussi fasse preuve de culture, d'autant de culture que l'écriture, au moment où elle se présente sous forme de livre. Bon, je dis classique pour dire une critique littéraire sérieuse, quoi. En fait... Sérieux. Bon, oui, ben là, vous enlevez classique.
Parce que même les critiques classiques, que vous appelez sérieuses, à un moment n'étaient pas... Elles n'ont pas fait l'unanimité. Elles non plus ne faisaient pas l'unanimité et parfois c'était très partisanes. Certaines critiques, vous pouvez en trouver énormément en faisant de petites recherches en ligne. Donc, même ces critiques dites sérieuses, parce qu'elles respectaient une sorte de méthodologie, n'étaient pas toujours crédibles, parce qu'elles prenaient aussi, elles étaient aussi partisanes de certaines choses. Il fallait élever certains et détruire d'autres pour installer une sorte d'ordre littéraire. Donc, selon vous, il n'est pas forcément obligatoire d'être formé en littérature pour faire de la critique littéraire. Oh, il faut se former naturellement, il faut se former. Je dis tout simplement qu'il faut évoluer. Il faut évoluer. Il y a l'école, par exemple, vous faites des études et vous avez ce que l'université, il y a des choses que vous faites à l'université parce que vous voulez attraper un point par-ci, un point par-là. Après, il y a le terrain qui vous attend. Le terrain qui ne va pas vous noter, qui ne va pas vous donner des points de ceci, mais conférer une autre valeur. Et quand vous arrivez sur le terrain, vous vous rendez compte que l'école, c'était juste pour vous préparer à quelque chose de plus grand. Et si vous ne vous adaptez pas, vous allez rester un cas d'école. Et là, vous n'évoluerez pas non plus. Donc, il faut se former naturellement, mais il faut encore plus s'ouvrir. C'est plus important. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Flore? Annie-Flore est là? Flora Audi. Oui. Je posais tout à l'heure une question à Andebi. Je lui demandais s'il faut tout lire ou bien s'il faut se fixer des limites. Dire que je dois lire ces auteurs-là et ces auteurs-là, je dois éviter. Ces gens-là, je veux lire. Ces gens-là, je veux éviter. Ou bien les éditeurs, les histoires. Est-ce qu'il faut tout lire ou bien il faut éviter certaines lectures? Selon vous? Selon moi, je lis d'abord personnellement, moi je lis tout. Je ne choisis pas ce qu'il faut lire ou ce qu'il ne faut pas lire. Donc moi, je lis absolument tout, que ce soit les livres, les œuvres romanesques, horreur, entrepreneuriat, politique, historique, tout. Parce qu'on va toujours tirer quelque chose de tous ces livres-là. Donc, pour moi, je lis tout. Et je conseille aussi aux autres de beaucoup lire, de lire aussi tout, de ne pas choisir. De ne pas choisir seulement un genre littéraire. Parce que pour accroître ses connaissances, il faut se diversifier. Il ne faut pas rester sur un seul genre. Merci beaucoup. Alors, Lévi, on revient sur la question de la critique superficielle ou complaisante. Selon vous, la critique littéraire aujourd'hui, pensez-vous que c'est superficiel ou complaisant? Aujourd'hui, il y a ce qu'on va dire, c'est qu'il y a de plus en plus de clans. Il y a une énorme planification déjà en littérature. Et les livres, on en parle, on parle beaucoup plus des livres qu'on en fait la critique, on en parle beaucoup plus. Et chacun en parle avec enthousiasme quand ça concerne les personnes qu'il chérit et avec désinvolture quand ça concerne autre chose. C'est ce qu'on retrouve le plus aujourd'hui. La critique, elle mérite qu'on s'attarde. Si par exemple, nous avons eu l'idée de cette semaine du critique littéraire, c'est justement parce que plusieurs questions sont posées. Est-ce que la critique est même encore utile? Est-ce qu'elle l'est encore? Parce que si vous regardez bien, les critiques sont beaucoup plus focalisées sur les auteurs ou bien les éditeurs qui nous plaisent ou alors auxquels on veut plaire. Voilà.
Mais la bonne critique, elle n'est pas morte. Cette critique crédible, elle n'est pas morte. Elle est toujours là. Seulement, parfois, on vous demande d'être un peu agressif sur certains textes. Ce qui n'est pas plus mal pour les autres, parce que tout dépend de comment on va percevoir ces choses-là. Je préfère insister là-dessus. Tout dépend de comment on va percevoir cela. Donc, ce n'est pas mauvais de se faire assaisonner. Mais il faut juste regarder à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ce qui va être dit, dans ce qui est dit, ou alors qu'est-ce que je peux prendre, qu'est-ce que je peux exploiter. Et pour cela aussi, il faut éduquer les auteurs. Écrivain, c'est pas juste écrire. Hein. C'est pas juste écrire, c'est toute une vie. C'est toute une hygiène de vie même, j'ai envie de dire. Il y a des choses qui n'auront pas à vous frustrer, à vous envoyer, à vous faire abandonner l'écriture. Non, bien au contraire, vous devez tout exploiter. Mais la critique, aujourd'hui, est très critiquable. Si je peux me permettre. Aujourd'hui, vous regardez les livres. Nous n'allons pas loin. Prenons les distinctions littéraires. Prenons les grands prix, ce qu'on appelle grands prix littéraires. Prenons ça par exemple. Et quand on était petit, et qu'il y avait des prix littéraires, on ne les lisait même pas. On était certain que c'était de très grands auteurs, des personnes qu'il fallait des modèles en réalité. Il fallait suivre. Et la critique, les encensés, c'était très grand, jusqu'à ce que la même critique commence à les descendre. Bon, à un moment, vous vous demandez, elle est où la critique? Si quand ça va bien, on encense, et quand ça va mal, on dénonce. Le même livre. Ben, finalement, cette critique-là, quel travail fait-elle? Est-ce qu'elle est crédible? Et on a évolué, on a grandi comme ça, et aujourd'hui, on arrive, on lit, on ne se contente plus de prix ceci, prix cela, Renaudot, Goncourt, ou encore tout ce qui les entoure, Nobel et tous les autres. Maintenant, on lit les livres. Et quand on les lit, qu'est-ce qu'on réalise? Qu'est-ce qu'on remarque? C'est vrai, les intérêts ne sont pas les mêmes. Quelqu'un peut voir quelque chose d'époustouflant. Là, vous voyez tout un vide, quelque chose d'insignifiant. Est-ce que vous avez tort? Est-ce que la personne a raison? Maintenant, c'est tout aussi fonction des intérêts. La littérature n'est plus véritablement ce grand repas qu'on a apprêté pour un grand nombre qui va devoir le partager de façon équitable et autre chose. Non, c'est un peu plus autre chose désormais. Donc, des programmes comme celui-ci et d'autres aussi qui se tiennent un peu partout à travers le monde visent à rendre à la littérature sa liberté d'être. Aujourd'hui, il y a des gens qui écrivent, ils vont vous dire, je vais écrire comme les auteurs Gallimard, parce qu'on leur a dit, parce que la critique leur a dit, c'est de là que viennent les bons livres. Je vais écrire comme les prix Kourouma, parce qu'on dit, ok, en Afrique, voici comment il faut écrire pour avoir le Kourouma ou bien telle chose. Le rôle même de cette critique-là, c'est quoi concrètement aujourd'hui? Donc on commence à regarder cette critique autrement. Et surtout que certains de ces livres, rien qu'en termes de qualité, et la qualité élémentaire, je parle là maintenant des fautes de grammaire, des fautes d'édition et autres choses, orthographe, c'est tellement rempli dans un livre qui est imprimé et que la critique est en train d'encenser. Alors vous vous asseyez, vous vous demandez, qu'est-ce que cette critique veut concrètement? Est-ce encore de la critique? Donc on peut, à juste titre, questionner un certain nombre de choses aujourd'hui, et il est temps qu'on se remette en question. Parce qu'il n'y a pas que l'auteur qui doit se remettre en question, le critique aussi doit se remettre en question. Est-ce qu'il fait toujours son travail? Est-ce qu'il fait toujours de la critique littéraire? Ou alors il fait du marketing tout simplement? Okay. Vous avez une question de Calix Laurence qui dirait, s'il vous plaît, est-ce que lire réellement et oublier les éléments paratextuels vont forcément empêcher le lecteur d'être influencé par ses connaissances personnelles lors de son retour de lecture d'une œuvre? Non, absolument pas, Calix. Le lecteur est déjà influencé avant même d'ouvrir un livre. Il a des connaissances personnelles, il a des convictions, il a un background, donc il ne vient pas l'esprit vide. Quand on demande de faire le vide, faire le vide ne veut pas dire oublier qui on est quand on tient un livre. C'est tout simplement ne pas mélanger les choses. Un
jour, je me suis retrouvé face à un critique qui voulait parler. Et il s'agissait d'un roman d'un auteur camerounais et il comparait à Mongo Betty, il disait, quand Mongo Betty, lui, il parlait d'exode, quand il écrivait l'exode de ses mains de maître, je lui ai dit, ok, d'accord, c'est bien, il écrivait l'exode de ses mains de maître, mais est-ce que vous avez lu le livre que vous avez devant vous? Ce n'est pas Mongo Betty que vous avez devant vous. Le contexte même déjà, à l'intérieur de ce livre est différent. Le contexte autour du livre est différent. Alors, est-ce que vous avez tenu compte de tout ça pour lire? Donc, les lecteurs, quand ils ont déjà un background, ils n'arrivent pas tout vite. Ils sont suffisamment chargés quand ils viennent. Maintenant, ils vont voir est-ce que ce qu'ils lisent épouse ce qu'ils pensent. Bon, dans les travaux que nous faisons chez Acolyte, nous avons une pyramide que nous appelons la pyramide de la franchise qui vise à pousser l'auteur, le lecteur à se libérer de ce qui est autour de lui pour se concentrer sur ce qu'il a juste à travailler devant lui. Donc, et ça va se développer à l'intérieur. Ça va rencontrer, évidemment, tout son background, ses peurs, ses espoirs, tout cela va être rencontré. Et c'est à cette question-là que le livre va essayer de répondre. Et quand il va faire sa critique, il va la baser justement sur son expérience avec ce livre-là. Tout ce qui tourne autour maintenant, les couleurs peuvent être le choix de l'éditeur. Le titre même peut être le choix de l'éditeur. La 4e couverture peut être le choix d'un ami, n'importe qui et tout autre. La seule chose qui va véritablement rester en contact avec l'auteur, qui doit même rester en contact avec l'auteur, c'est le contenu du texte qu'il a. Et ça, bien sûr, ça va être influencé par ses propres connaissances. Tout dépend de comment il a acquis ses connaissances et de l'expérience même déjà que ce lecteur a avec ses propres connaissances. Il faut voir ça aussi. D'accord. Ça m'amène à poser la question de Djibril Diène dans les commentaires, qui demande qu'est-ce qui peut rendre une critique crédible? Bon, tous les deux, quoi. C'est toujours moi qui réponds, bien Flora va s'y essayer pour que je ne monopolise pas la parole. La parole, oui. Flora, qu'est-ce qui peut rendre une critique crédible? J'aimerais, avant que vous ne répondiez, vous poser une autre question. Est-ce qu'il y a une lecture qui vous a influencé personnellement, qui a changé votre vie ou bien quelque chose chez vous? Une lecture. Un livre que vous avez déjà lu et que ça vous a influencé ou bien a changé votre vie ou une partie de vous, quoi. Oui. Il y en a. Oui. Et comment? C'est quel livre et comment? Bon, on va pas dire changer la vie, mais influencer quand même la façon de penser, de réfléchir. C'est bon. Et un livre particulièrement qui m'avait au lycée, mais je ne vais pas dire les livres que j'ai lus après le lycée, quand même. Mais il y a un livre qui m'a particulièrement plu quand j'étais au lycée, Madame Bovary. Madame Bovary. De Gustave. De Gustave Flaubert. Oui. Ouais. Je dis que ce livre, je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai un peu commencé. C'était un livre qui m'a vraiment influencé personnellement, donc je me comportais déjà à un moment comme cette femme. Cette femme, je ne sais pas, adulte. Je ne vais pas quand même dire ça comme ça. Je vais quand même dire que ça m'a influencé. Je ne veux pas dire. C'est comprendre. Merci beaucoup, Florody. Alors, Ray, qu'est-ce qui rend une critique crédible? La question de Djibril. Une critique crédible, c'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Bon, je dirais tout simplement que la critique, déjà, malheureusement, on ne devrait pas
être en train d'essayer de la qualifier. Même on dit soit constructive, destructive ou encore critique. C'est vrai qu'on fait que c'est vrai qu'on le redit, et moi je l'ai dit, mais on ne devrait pas être en train de qualifier la critique. C'est justement la preuve que pour le moment, elle ne marche pas. Enfin, pour le moment, elle ne satisfait pas. Elle ne répond même plus à ce que la littérature demande. Parce que s'il faut commencer à parler de critique crédible, il va falloir remettre en question, je veux dire, toute l'école. Il va falloir, je veux dire, recréer les bases de la lecture. Laisser même dans l'idée de critique et retourner à l'idée de lecture. Est-ce qu'on lit réellement? Lire réellement, comme je le disais, pour qu'une critique soit une critique, je vais me passer du mot crédible, pour qu'une critique soit une critique, il faut déjà lire. Et quand on lit, est-ce que le texte qu'on a devant soi est le texte qu'on est en train de lire? Parce qu'on peut être en train de lire le texte qu'on a devant soi et avoir un autre à l'esprit. On peut lire le texte qu'on a devant soi et à un moment se dire, bon, il est passé, bon, non, moi je commence déjà à voir ceci qui ne va pas, moi je vois telle autre chose, je vois. La critique, elle va dans les deux sens. Bon, il y a quelqu'un qui contribue beaucoup aujourd'hui, qui est Madame Mélie, bien sûr, elle sera d'un de nos panels. Quand je l'appelle Montréal Madrid de la critique littéraire, parce que c'est quelqu'un qui va vous prendre un livre et qui va vous l'offrir. Elle va vous offrir le livre. Elle ne vous offre pas son idée du livre. Elle vous offre le livre tel qu'il s'est présenté en fonction du potentiel de lecture qu'elle a pu avoir. Donc, cet esprit littéraire dont elle dispose fait en sorte que le livre vous est offert. Et c'est vous qui allez à la rencontre du livre. Le critique littéraire vous permet d'aller à la rencontre du livre. C'est ça que moi j'appelle une critique crédible. Elle vous permet d'aller à la rencontre du livre et surtout de ne pas, elle ne vous trompe pas. Elle ne vous roule pas, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Quand on ne va pas vous dire, bon, voilà, ici, ça c'est un livre, ça c'est un bon, ça c'est le livre du siècle, ça c'est le bon livre, ça c'est ceci, ça c'est telle autre chose, et vous donnez tout ce qui va tout autour en mettant des feux d'artifice un peu partout, sans vous dire ce à quoi vous pouvez vous attendre. Et la critique littéraire vous permet de vous attendre à quelque chose d'autre, d'aller à la rencontre, d'aller à l'aventure. C'est ce qu'elle va vous permettre. Et au bout de votre aventure, vous ne serez pas trompé. Vous ne serez pas déçu. Donc maintenant, ça me permet de prendre une autre question qui est posée par Djibril Diène. Qu'est-ce qu'un bon livre? J'aimerais laisser cette question à Flora. Ok, d'accord. Mais, ok, d'accord. Flora va répondre. Je vais fermer en disant donc que c'est une question juste d'aller à l'aventure avec un livre. Et la critique littéraire vous permet d'aller vers ce livre et de le découvrir. D'accord. Flora, à vous, qu'est-ce qu'un bon livre? Un bon livre. Voilà. Qu'est-ce que je dois répondre? Oui, Flora. Je réfléchis à ce que je dois dire. Comment tu n'as jamais lu un bon livre? Bon, c'est que tu as parlé d'un livre qui t'a influencé, celui de Flaubert, qui t'a influencé. Alors, si ce livre t'a permis de reproduire ou alors de te sentir Madame Bovary, alors qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te sentes ainsi parce que je suppose que pour toi, c'est un bon livre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ressentes que Madame Bovary, c'est un bon livre? Comment cela a réagi en toi? C'est pas un bon livre. Pour moi, c'est pas assez un bon livre parce que elle agissait de façon pas très catholique. Donc, pour moi, c'est bon, c'est peut-être pour montrer une autre facette du comportement de la femme et tout, mais ça, et je crois que ça a influencé négativement certaines personnes. Donc, pour moi, je ne peux pas dire que c'est
moi, ça m'a influencé négativement. Ça, il faut que je le dise. Donc, il ne faut pas dire que c'est un bon livre. Mais c'est bien quand même. Donc, pour vous, un bon livre doit influencer positivement. Oui, apporter des bonnes solutions, apporter des bons résultats, résoudre des problèmes et des situations. Oui, pas enfoncer les autres, aller encore vers le bas. D'accord. Ray, tout à l'heure, vous disiez qu'il ne faut pas... Vous m'entendez? Tout à l'heure, vous disiez qu'il ne faut pas classer ou bien qualifier la critique. Ne pas dire critique classique, critique sérieuse, une bonne critique, par exemple. Mais si tout le monde critique, si tout le monde a accès au livre et a l'opportunité d'écrire une note, une critique, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de classifier les critiques, par exemple? Oui, je dis que je suis tout à fait, je comprends bien cela. Ce que je dis, c'est que quand on parle de critique littéraire et qu'on commence à qualifier, vous voyez un peu la littérature. Quand on dit littérature africaine, ensuite on va dire littérature camerounaise, puis on va dire littérature sawa, nous sommes du littoral, ensuite on va dire littérature peut-être d'aider la Sénégal maritime, on va dire littérature de la famille telle. Et dans la famille telle, il y aura littérature maintenant des filles de la famille telle. On va laisser les femmes de la famille telle, littérature de tel individu en particulier. Vous voyez jusqu'où on va pousser pour qualifier. Quand on se met à qualifier, vous voyez jusqu'où on va pousser. Alors la critique, pour moi, elle évolue pareil. Quand on se met à dire critique positive, critique négative, critique sérieuse, critique crédible, critique, ça veut dire tout simplement que l'État est critique. L'État est véritablement critique. Il faut qu'on revienne à la critique littéraire. C'est tout ce qu'elle doit être, une critique littéraire. On ne peut pas avoir une critique littéraire pas sérieuse. On ne peut pas avoir une critique littéraire sérieuse. Donc, on doit revenir à la critique littéraire. Et à partir de cet instant, valoriser le livre, parler proprement du livre et rester avec l'authenticité de la lecture. Il faut déjà qu'on se remette à lire. Ce n'est pas tout le monde qui viendra donner son avis, tout le monde qui va se mettre à faire de la critique, mais il faut déjà se remettre. Et dans tous les cas, quand on suit ou bien quand on lit des critiques, on sait si elles sont littéraires déjà auparavant. C'est la critique littéraire qu'il faut, c'est la critique littéraire qu'il faut revenir chez Babacar et ensuite maintenant laisser les qualificatifs. Et juste pour dire à Nicolas Woulami que la semaine va s'achever samedi. Donc, qu'ils suivent tout ce qui va se passer sur la page acolyte ces jours concernant la critique littéraire et nul doute que nous sortirons de là avec une plus-value. D'accord. Et je pense même qu'on peut conclure ce panel. Je vous passe la parole tous les deux. S'il vous plaît. J'ai une question en fait. J'aimerais savoir ce que vous pouvez conseiller aux jeunes, aux personnes qui sont vraiment intéressées par l'écriture, la lecture. Je voudrais savoir ce que vous pouvez dire aux personnes qui sont vraiment intéressées à écrire en fait et qui ne doivent peut-être ils ne doivent pas avoir peur. Peut-être moi personnellement, peut-être que j'ai vraiment envie d'écrire, j'ai vraiment ce besoin-là. Mais il y a un moment où je suis un peu découragée et je ne sais pas ce que vous pouvez me conseiller pour ça en fait. Peut-être j'ai essayé, mais je me suis arrêtée. Oui. De peur d'être vraiment critiquée. Ok, c'est très simple. Les auteurs, quand le livre paraît, ils disent tout le temps mon nouveau bébé, mon bébé est dehors, mon bébé est là, mon bébé ceci. C'est comme ça qu'ils appellent leur livre. Mais reprenons le vrai bébé. Quand vous mettez au monde votre bébé, vous avez votre enfant. Vous devez le soigner parce que les deux personnes vont regarder. Vous ne serez pas la seule personne à regarder votre enfant. Là dehors, il y a des insultes,
il y a des appréciations, il y a des mots-clés, il y a tout cela. Alors, quand vous apprêtez votre enfant, quand il doit grandir, même l'éducation que vous lui donnez, vous préparez votre enfant à la vie qui va se passer dehors. Votre enfant ne va pas vivre toute sa vie avec vous dans la maison. Votre enfant ira à l'école. Et l'école, tout le monde sait ce qui se passe là-bas. C'est comme ça que le livre fonctionne. On prépare l'écriture d'un livre. On prépare la venue d'un livre. Le tout n'est pas de s'asseoir, écrire et courir chez le premier éditeur en auto-édition ou alors à compte d'auteur. Non, c'est pas cela. On prépare la venue d'un livre, comme on prépare la venue d'un enfant. Est-ce qu'on a les moyens pour le faire, cet enfant? Maintenant, on n'a pas eu les moyens. Cet enfant, il est arrivé par surprise. Il y a des écritures qui arrivent comme ça, spontanément, et puis bon, c'est arrivé par surprise. Maintenant que l'enfant est là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va le balancer dehors avec tout le sang, avec le cordon ombilical, on va le suivre partout? Ou alors, on commence à donner tous les premiers soins, on l'habille bien, on le lave d'abord très bien, on le doit l'habiller, parce que d'autres personnes viendront. Il y a le voir bébé, cette cérémonie, on vient voir les enfants. Alors, dans quel état vous voulez qu'on trouve votre enfant? C'est tout. Dites-vous que le livre, c'est un bébé, c'est un enfant. Dans quel état va-t-on le trouver? Ceux qui viennent voir, et maintenant ceux qui vont le voir dehors. Quand il rentrera tous les jours, maman, on a dit que ceci, mes vêtements sont pincés, mes chaussures sont sales, ceci, je ne suis pas propre, je sens mauvais. Vous allez vous sentir comment? C'est exactement comme ça que vous devez vous apprêter quand on parle de critique littéraire. Dites-vous que votre texte, une fois qu'il est sorti de vous, il va rencontrer la lecture. Et la lecture, vous ne la conditionnez pas. Bah, sauf si peut-être vous avez un entourage hyper puissant, comme on voit avec certains auteurs. On va rabâcher les oreilles avec votre livre. Non, c'est le meilleur, c'est le bon, c'est le bon. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va se lever et relever ce qui ne marche pas là-dedans. Donc, on prépare la venue d'un livre comme on prépare la venue d'un bébé. D'accord, merci. Bon, je pense que Ray a répondu. Moi, ce que je peux ajouter, c'est de vous encourager à lire, à beaucoup lire, parce qu'il y a des lectures qui boostent votre inspiration. Vous pouvez aussi participer à des ateliers d'écriture. Ça peut vous aider à structurer vos textes et vous accorder un prix value. Mais la base, c'est la lecture d'abord. Pour moi, pour écrire, il faut lire d'abord. Il faut beaucoup lire. Je pense qu'il est temps de conclure. Merci infiniment. Bien sûr. Les échanges riches et sans langue de bois. On voit bien que la critique littéraire est un exercice exigeant. Merci aussi essentiellement pour faire vivre les livres, les idées, encourager les lecteurs plus forts. Merci également à toutes les personnes qui nous ont suivis en ligne et qui ont participé par leurs commentaires, qui ont posé des questions. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt. Merci à Acolyte et Ghost Universe. Merci. Tous les partenaires de la Secrilo. Excusez-moi aussi du retard, j'avais un problème de connexion. Bon, ce n'est même pas encore stable, mais bon, on a pu faire ce que nous pouvions faire. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres panels de cette première édition de la semaine du critique littéraire. Ça reprend demain. Oui. D'accord. À très vite et bonne lecture. À très vite. Critique, bien sûr. Merci. Merci, Florodi. Merci, Ray. Merci.